bienvenue à tous. Voilà, on est dans un webinaire organisé par la Fabrique du Futur, dans une série qui s'appelle les Agoras du Futur. C'est des webinaires qui ont lieu régulièrement en soirée, à date un peu aléatoire. Voilà, donc je vous signale qu'il y a un prochain webinaire. Alors celui-là est très rapproché puisque c'est le 29 février et qui traitera des enjeux de la formation en prospective et en innovation. Toujours avec ce même lien. Et puis, si vous voulez plus de précision, vous allez sur Eloasso de la Fabrique du Futur. Alors, juste un mot pour dire qui est la Fabrique du Futur. On est à la fois un think tank et un do tank sur la prospective et sur l'innovation. Notre raison d'être, c'est de co-créer ou de participer en tout cas à la co-création de futurs qu'on qualifie de désirables. La Fabrique du Futur, le canal historique, a été créé en 2006. On a été labellisé Living Lab en 2008. Et donc, dans notre ADN, il y a co-création, intelligence collective, innovation collaborative, enfin, tous ces mots un petit peu à la mode aujourd'hui. Euh, le but de la Fabrique du Futur au départ, et toujours actuellement d'ailleurs, c'est de réconcilier une innovation technologique avec une innovation sociale, citoyenne, durable, responsable. Voilà, dans une approche qu'on qualifie maintenant de Tech for Good. Voilà, donc vous avez plus d'informations sur notre site, lafabrique du futur toutattaché.global. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. On accueille aujourd'hui Daniel Kaplan, que je connais depuis un certain temps, depuis l'époque de la FING, et puis on a participé ensemble à un groupe de travail organisé par Pierre Musso. Ça remonte un peu, c'était, je crois, il y a une dizaine d'années, et puis on est toujours resté un petit peu en contact. Donc Daniel Kaplan est cofondateur de Plurality University. Je pense que je lui laisserai expliquer ce que c'est. Il sera plus qualifié que moi pour le faire. Donc je passe. Alors je vous rappelle les règles du jeu. Si vous pouvez fermer vos micros, ça serait bien pour éviter tout bruit parasite. Par contre, je vous invite à laisser vos caméras parce qu'on va enregistrer la session et plutôt que d'avoir des écrans noirs, il vaut mieux avoir des têtes. Voilà, donc ça sera plus sympathique. La, la réunion est enregistrée, donc il y aura accès à un replay. Voilà, donc vous pouvez poser des questions en cours de présentation par Daniel. On laissera un temps, malgré tout, de débat à la fin. Donc Daniel va présenter son sujet sur la prospective des entreprises pendant, si j'ai bien compris, environ 30 minutes. Et puis ensuite, on aura du temps pour discuter ensemble. Voilà. Donc, Daniel, si tu veux bien, c'est à toi. Je te passe le floor, comme on dit. Merci Eric et merci de l'invitation. Peut-être un tout petit mot sur ce que c'est que le réseau Université de la Pluralité. C'est une association qu'on a créée avec Chloé Lux il y a 5 ans maintenant. Et pour le dire un peu simplement, un peu en réponse à cette phrase d'Amitav Ghosh qui dit «Le changement climatique est un échec de l'imagination», au sens où l'une des raisons pour lesquelles on sait depuis 30 ans au moins et on ne fait pas, c'est on serait incapable de s'imaginer à quoi ressemblerait un monde soutenable. Euh, et donc, si échec de l'imagination il y a, ben, notre intuition depuis un moment, depuis par pas mal de gens qui travaillent sur cette idée de nouveau récit, c'était qu'il fallait travailler à partir des disciplines de l'imagination pour imaginer des futurs alternatifs. Et donc, c'est un réseau international qui rassemble à peu près 700 personnes aujourd'hui un peu partout dans le monde, et y compris en France, bien sûr, qui toutes ont comme
caractéristique ou comme pratique de mobiliser des formes artistiques et fictionnelles pour explorer des possibilités de changement et des futurs alternatifs. J'en dis pas plus, de toute façon, il y a un site, tout ça est accessible, et je vais plutôt partager mon écran pour vous parler de ce projet qui s'appelle «L'entreprise qui vient». Hop, alors, voilà, visiblement, vous avez le bon écran. Heu, alors l'entreprise qui vient, d'abord ça vient d'où? C'est, au tout début de l'existence de ce qu'on appelle aussi U+, j'avais été contacté à ce moment-là, j'étais pas encore capable de me rémunérer sur l'association. J'avais été contacté en tant que personne par un grand groupe qui m'avait demandé, enfin qui s'interrogeait sur une prospective de leur marché entreprise et qui voulait donc un petit travail assez rapide de prospective de l'entreprise. Et à ce moment-là, on s'est, je me suis dit: «Bah, ça ne doit pas être difficile quand même l'entreprise, c'est un sujet tellement structurant, il doit y donc y avoir plein d'exercices de prospective. On va faire une synthèse et puis on va les faire travailler à partir de cette synthèse existante». Et surprise, en fait, l'entreprise n'est pas un objet de la prospective. Il y a de la prospective dans les entreprises, il y a de la prospective sur le travail, beaucoup et souvent intéressante, mais sur l'objet entreprise elle-même, il y en a pas. À l'époque, il y avait un travail qui existait de la British Academy, qui avait un objectif relativement précis. Depuis, j'en ai croisé un autre, de l'Institute for the Future, avec d'ailleurs un gros biais de travail aussi, mais c'est à peu près tout. Donc surprise, alors surprise, pas complète parce que c'est aussi ce que disent par exemple, les gens des sciences humaines, hein, BlancheSégrestin et d'autres, ont organisé des colloques entiers sur le fait que l'entreprise est un non-être de la plupart des sciences sociales. Elle existe, mais elle va être prise à chaque fois, heu, sous un angle très précis. C'est la société au sens du droit, c'est, justement le collectif de travail, c'est le management, c'est des choses comme ça. Mais voilà, qu'est-ce que pourrait devenir cet objet qui s'appelle l'entreprise? Et donc on s'est dit: «Bah, du coup, il faut le faire et on va essayer de le faire, avec nos méthodes». Et c'est ce qui a donné donc ce projet qui s'appelle «L'entreprise qui vient», dont la thématique est celle-là, hein, c'est de se dire, en 2050, qui est à peu près notre horizon, 2050 étant un horizon, heu, pas pensé en dur, qui présente principalement l'avantage d'être suffisamment loin pour qu'on ose penser des différences importantes et suffisamment proche pour qu'on se pense pas forcément mort ou qu'on puisse au moins y projeter, des personnes plus jeunes qu'on connaît. Heu, mais en se disant: «Si on est dans un monde, on a des chances d'être dans un monde relativement différent, pourquoi l'objet entreprise, qui lui-même a une histoire, qui a beaucoup évolué depuis un siècle ou un siècle et demi, pourquoi cet objet-là serait-il le même que celui qu'on connaît?» Et on l'a fait, je vous décrirai un peu la méthode, en utilisant les outils de la fiction, en travaillant en particulier avec 5 écrivains, écrivaines de science-fiction, dont la fonction n'était pas de recueillir des idées et d'écrire, et d'utiliser leur art, mais d'animer des groupes de personnes, donc à peu près 140 participants, d'un peu plus de 45 même organisations, principalement des entreprises, mais aussi, l'Agence pour l'amélioration des conditions de travail, la CFDT ou d'autres. Donc d'animer des groupes d'écriture et d'aider ces groupes-là à écrire eux-mêmes. À écrire quoi? L'histoire d'entreprises fictionnelles de 2050. Donc pendant 3 ans, on a comme ça réuni des groupes d'une, dizaine ou douzaine de personnes venues de plusieurs organisations, jamais des groupes mono-organisations, avec comme mission d'inventer une entreprise de 2050 et pas beaucoup d'autres contraintes, je vous en donnerai une ou 2, mais pas beaucoup d'autres contraintes, surtout pas la contrainte d'inventer une entreprise positive. Notre expérience, c'est quand on fait faire de la fiction et qu'on dit aux gens: «Faites du positif», ils font du gnangnan, ils font des choses dans lesquelles, tout se passe bien, tout le monde est toujours d'accord, et en fait, ils n'y croient pas eux-mêmes, il se dit rien de très important, il y a pas de conflit d'objectifs, il y a pas de difficulté à résoudre, il y a rien qui correspond à la réalité, ou à quelque chose de plausible. Et donc la contrainte principale, c'est de raconter, des entreprises qui soient,
crédible à partir des hypothèses qu'on a pu se donner. Les hypothèses peuvent être très radicales, peuvent être très invraisemblables, mais dans ce cadre-là, c'est un peu comme ça que fonctionne la science-fiction d'ailleurs, hein. On se donne un certain nombre d'hypothèses, on dirait qu'on pourrait se téléporter à l'autre bout de la galaxie, et après, il faut que l'histoire soit plausible dans ce cadre, dans le cadre de ces hypothèses. Ça a donc donné 12 entreprises fictionnelles de 2050 qui sont d'abord des histoires ou des textes un peu mosaïques. Ce n'est pas des monuments de littérature non plus, hein, mais c'est vraiment le produit mis en forme, mais de manière très respectueuse par les écrivains et les écrivaines, le produit de ce travail d'imagination collective. Et de ce travail, d'une lecture de ce travail-là, on a sorti ce que je vais vous présenter, 10 archétypes d'entreprises du futur qui nous paraissent, eux, finalement, pas si invraisemblables que ça, en tout cas comme objet de discussion. Peut-être un petit avertissement rapide sur le type de prospective dont il s'agit, et c'est vraiment important de le situer pour pouvoir savoir ce qu'il permet de dire et ce qu'il ne permet pas de dire. Heu, alors, ce schéma-là, je ne vais pas le décrire longuement, c'est mon interprétation, du cadre théorique posé par quelqu'un que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Ril Miller, qui était le responsable de la prospective à l'UNESCO, et qui dans son bouquin, dont j'ai oublié le nom, mais dans son bouquin accessible, et téléchargeable en ligne, heu, fait une distinction entre ce qu'il appelle, c'est pas forcément les meilleurs termes, mais c'est pas grave, l'anticipation pour le futur et l'anticipation pour l'émergence. Et en gros, on a une prospective qui est tout à fait nécessaire dans les organisations, qui doit permettre, qui doit fournir des pistes assez opérationnelles, soit pour la planification stratégique, je simplifie beaucoup, soit pour l'anticipation de crises, dont la fonction de ce point de vue-là est assez largement de réduire ou au moins de contenir l'incertitude, d'essayer de pouvoir quand même aider les organisations à cadrer un petit peu les hypothèses de transformation ou de continuité sur le futur pour pouvoir nourrir des plans, pour pouvoir fonder des investissements, pour pouvoir fonder des stratégies de préparation à des événements probabilistes, etc. Ça, c'est une partie de la prospective opérationnelle. La partie, dit Ril, et je pense qu'il a raison, la plus développée dans les organisations, et c'est assez légitime. Et puis, il y a un autre type de prospective, et on pourrait utiliser presque le même schéma. De temps en temps, je le fais dans des cours sur l'innovation, mais un autre type de prospective, voilà, Transforming the Future. Il y a une version française d'ailleurs, hein, au cas où. Euh, donc, un autre type de prospective que lui appelle l'anticipation pour l'émergence et dont l'idée est de faire un peu l'inverse, c'est-à-dire d'essayer d'ouvrir le champ des possibles, de dire, bah, en fait, voilà toute une série d'autres choses qui pourraient être, d'autres directions qui pourraient être prises, d'autres, mondes qui pourraient émerger, qui pourraient exister. Un peu comme quand on est dans l'innovation de rupture, à ce moment-là, ce qu'on crée, c'est de l'incertitude, en fait. Quand on multiplie les possibles, on ouvre le champ des possibles et donc on accroît forcément l'incertitude puisque on en sait encore moins sur ces nouveaux futurs que sur les futurs, qu'on sait un peu aborder avec des méthodes de type scénario et autres. Et donc, par définition, ce n'est pas tout à fait les mêmes méthodes. Ça produit aussi des résultats qui sont moins directement opérationnels, sur lesquels il y a besoin d'un travail de médiation et d'interprétation pour en faire quelque chose au sein des organisations. On en dira un petit mot. Alors, on revient sur l'entreprise qui vient. Comment est-ce qu'on a travaillé? Je ne vous ai pas fait un schéma des étapes, mais je pourrais un peu vous le raconter quand même. Les groupes, parce que je pense que les questions de méthode vous intéressent sans doute un petit peu aussi ici. Donc, les groupes ont travaillé en 4 ateliers. Dans le premier atelier, l'objectif, c'était d'abord de se connaître, de se mettre en jambe sur les questions de fiction. Et on demandait à chaque participant et participante de venir avec une référence fictionnelle qui, pour des raisons totalement personnelles, leur parle ou leur parlait du futur de l'entreprise. Donc les gens venaient avec parfois une image, parfois un bouquin, parfois une BD ou une série télé et expliquer pourquoi. Et puis ensuite, l'objectif, c'était de tomber d'accord sur le fait que
le statu quo n'est pas tenable, que ce qu'on que l'entreprise telle qu'on la connaît, forcément va devoir changer à cause de quelque chose. Et donc on avait proposé ces 6 facteurs de changement que vous voyez là. Les gens pouvaient en rajouter, ils en ont rajouté assez peu en réalité. Ils étaient surtout, chargés de les interpréter, de se les présenter les uns aux autres et de choisir ceux qui, selon eux, et c'était pas forcément les mêmes selon les groupes, allaient, le plus transformer le contexte dans lequel, fonctionnaient les entreprises. Donc là, vraiment le but, presque unique, c'est que le groupe se mette en mouvement en se disant: il faut qu'on imagine un changement parce que, il y a suffisamment de facteurs qui font que demain sera très différent d'aujourd'hui. Il ne s'agissait pas qu'ils se mettent d'accord sur ce que produiraient ces facteurs, mais sur le fait qu'ils allaient forcément produire du changement. Ils pouvaient même d'ailleurs être tout à fait en désaccord sur le fait que, les changements impliqués par ces facteurs soient positifs ou négatifs. Le but, c'était pas ça. Le but, c'était vraiment de se dire: «À cause d'eux, les du changement climatique, à cause des inégalités, à cause de toute façon, les choses vont changer. C'était rien d'autre. Là, on est dans des formes de prospective relativement classiques. Et puis, dans les 2 ateliers qui suivaient, on passait la main, à l'écrivain ou l'écrivaine qui, vraiment prenait en charge le groupe avec cette mission de, l'inviter à inventer une entreprise de 2050 et de la faire vivre. Donc il y avait des moments communs, il y avait des moments d'écriture individuelle, des méthodes un peu différentes, d'un auteur ou d'une autrice à l'autre, certains ou certaines plutôt centrées sur la construction de personnages qui petit à petit vivaient, interagissaient, d'autres qui zoomaient petit à petit depuis, la description du monde, l'invention d'une entreprise et puis la description plutôt de situations ou d'artefacts, ou de moments ou de production de l'entreprise. Mais en tout cas, voilà, on a à partir de ça, ces 12 textes. Tiens, je m'aperçois que je ne vous ai pas donné je vous ai pas mis la liste des entreprises, c'est pas grave, tout ça est en ligne. Donc 12 textes fictionnels, d'une dizaine de pages, chacun. Heu et dans le dernier atelier, on invitait les personnes, simplement réfléchir, à revenir sur ce qu'ils et elles avaient écrit. À la fois pour, parfois rattraper des idées, parce qu'évidemment dans une dynamique de groupe, à un moment, on converge sur quelque chose, donc l'entreprise, elle fonctionne comme ça. Je vais vous prendre, que pour vous donner un exemple, je vais vous prendre une entreprise qui s'appelle Maximus, qui avait été, imaginé par un groupe, réuni par l'incubateur, ESS, Économie sociale et solidaire de HEC, donc une dizaine de start-up de l'ESS, et Maximus, partait du constat qu'en 2050, pour toute une série de raisons, mais notamment parce qu'il faisait très chaud, les machines marchaient plus très bien. À nouveau, il faisait trop chaud ou parfois il n'y avait pas l'énergie pour les alimenter ou les pièces de rechange manquaient ou les spécialistes manquaient. Enfin bon, voilà. Et donc on substituait des humains aux machines. Donc on renversait un peu la tendance depuis 150 à 200 ans de substitution de capital au travail en faisant l'inverse. Mais c'était des humains augmentés. C'était des humains auxquels on avait, qu'on avait dotés de capacités, cognitives ou sensorielles ou physiques, un peu différentes. Et donc dans ce moment de réflexion, on a eu toute une série de remarques et en particulier le fait que certains ou certaines des participants, étaient embêtés en fait d'avoir écrit une histoire qu'ils pouvaient juger transhumaniste. En particulier une entrepreneuse qui était visiblement une entrepreneuse, chrétienne, et qui était vraiment assez embêtée, pour elle-même, d'avoir pu raconter une histoire pareille. Ça nous est arrivé souvent d'avoir des gens qui s'interrogeaient sur le fait que justement dans le modèle qu'ils avaient décrit, dans l'histoire qu'ils avaient écrite, il y avait des choses qu'ils aimaient bien, il y avait des choses qu'ils détestaient, qui les gênaient énormément. À chaque fois, les groupes ont décidé de garder ça, en se disant: «Bah, oui, bah, si on a écrit ça, c'est bien parce que, et bah, ce futur-là, justement, il y aura des contradictions à gérer, il y aura des arbitrages à faire et si c'est venu comme ça,
ça a un sens, donc on va le garder et ensuite on va y réfléchir, quitte à y réfléchir pour essayer de prévenir ce type de futur. Et nous, à chaque fois, c'est là qu'on sait que quelque part, il s'est passé quelque chose dans l'histoire. Le risque de la fiction en prospective, c'est qu'elle soit juste là pour illustrer des idées qu'on a déjà, les rendre un peu consommables, les rendre un peu lisses. Ici, notre usage de la fiction, c'est un usage d'exploration. Le but, c'est qu'on n'ait pas trop d'idées au départ et qu'en fait, elles émergent petit à petit, un peu comme quand un auteur va vous dire, ben, à un moment, mon personnage, il a pris son autonomie, il a commencé à faire des choses que je n'avais pas prévues. Et c'est probablement à ce moment-là que les personnages sont les plus forts, évidemment. C'est le moment où ils s'imposent à leur créateur et je n'oserais pas dire qu'on en est là, mais on a eu quelque chose de cet effet-là et c'est en fait ce qu'on cherchait. Donc ça, c'était les ateliers qui ont produit ces histoires. Et ensuite, on s'est dit, bon, ben voilà, c'est quand même, c'est à la fois chouette. Les gens, vraiment, on les faisait aussi réfléchir sur ce que ça leur avait fait et on avait vraiment des réactions assez fortes et positives. Mais des fictions, si on les publie, c'est pas forcément facile à accéder, à comprendre. Et donc, le travail suivant a consisté à relire l'ensemble de ces fictions avec pas trop de grille d'analyse préalable pour se dire est-ce qu'on ressorte un certain nombre de types d'entreprises qu'on a appelé d'archétypes d'entreprises du futur et si oui, lesquels? Et donc, c'est ça qu'on a produit et qu'on a publié depuis sous forme de feuilleton sur LinkedIn, donc un par semaine. Et donc, je vais pas tous vous les décrire évidemment, mais il faut que je vous décrive à la fois comment ça s'est structuré. À nouveau, le mapping lui-même, il émerge de cette analyse. Il n'était pas là au départ. Et puis, je vais vous en décrire quand même deux, trois avant tout. Peut-être ben d'abord la corvée ou la mission en entreprise. Donc, vous voyez, on a juste retourné les termes de Bicorp ou d'entreprise à mission. C'est une entreprise qui, contrairement en général aux entreprises à mission d'aujourd'hui, qui sont des entreprises qui existent et qui à un moment disent je vais devenir une entreprise à mission, ce sont ici des entreprises qui sont entièrement construites autour d'une mission d'intérêt collectif, ce qui en fait a deux conséquences qu'en général on ne trouve pas dans les entreprises d'aujourd'hui. La première, c'est que elles sont obligées de se poser la question, ben alors qu'est-ce que je fais quand j'ai accompli ma mission? Et ce sont donc des entreprises qui envisagent d'emblée leur mort, leur fermeture, en tout cas, comme étant le signe de leur réussite. Et la deuxième, qui va expliquer peut-être un peu notre axe vertical entre politisation et autonomisation, c'est que ce sont des entreprises qui, du coup, sont obligées d'être capables de répondre à la société qui va leur demander, à la société au sens non pas de société commerciale, qui va leur demander, mais qui t'a donné cette mission? Et comment as-tu décidé que c'était ça ta mission? Heu et en fait, ce sont des entreprises qui assument le fait d'être entrées en politique. Quand on se donne comme mission de résoudre, la faim dans le monde, ou d'en finir avec la malaria ou de créer un monde meilleur, en fait, on fait de la politique et donc, on est susceptible d'être interpellé sur la légitimité de ces objectifs ou sur le fait de savoir si cet objectif, qui peut être tout à fait louable, s'il est raisonnable de chercher à l'atteindre par les moyens proposés par l'entreprise. Un peu comme quand on discute de la malaria, pour prendre cet exemple-là, vous avez des entreprises qui vont dire, moi j'ai inventé un médicament formidable qui va permettre de tout résoudre. Et vous avez, je sais pas, Esther Duflo qui va dire, en fait, toutes les études quantitatives vont vous montrer que la meilleure méthode pour lutter contre la malaria, c'est de distribuer gratuitement des moustiquaires. Euh, et en fait, quand on se donne une mission de ce type-là, on rentre dans ce champ de débat sur la nature du problème lui-même, sur la légitimité de tel ou tel acteur d'y intervenir et sur la pertinence d'une réponse qui est entre autres un débat politique parce que ça va poser des questions d'arbitrage de politique publique, de budget, de priorité, d'investissement, etc. Donc, premier axe, un axe qui nous est apparu très, très
fort, en fait, parce qu'on sent bien qu'aujourd'hui, cette question du réencastrement des entreprises dans les questions de société, de territoire, etc., est très puissante, qui est un axe entre politisation et autonomisation. C'est-à-dire, si on se reconnecte aux questions de société, on se reconnecte à la politique, les entreprises venant de passer à peu près 150 ans ou au moins 100 ans à chercher à s'en extraire, hein. La politique s'arrête à la porte de l'entreprise, et bien sûr la doctrine Friedman qui est la mission des entreprises, ou comment dire, quelle est la phrase exactement, mais la valeur sociale de l'entreprise est maximisée quand elle va chercher à maximiser ses profits. Doctrine Friedman, 1970, qui a structuré la plupart des évolutions législatives et financières depuis 50 ans. Et donc, si on y revient, ce n'est pas une petite affaire, et en fait, c'est une affaire à laquelle les entreprises ne sont pas prêtes. Et donc, ce constat d'une politisation est aussi le constat d'une impréparation totale des entreprises à assumer le fait qu'elles sont redevenues des objets politiques, entre autres choses, pas seulement. Deuxième exemple, peut-être un peu plus typé, voilà, la valeur sociale de l'entreprise, euh, et de maximiser ses profits. C'est ça la phrase littérale, en fait, hein, qui est le titre de son article du New York Times de 1970. Deuxième exemple, peut-être un peu plus étroit, la réactivatrice, dont le slogan, comme vous le constatez, c'est Shit Happens. C'est une entreprise qui part du constat qu'en 2050, on est dans un monde plus instable, dans lequel les conditions générales sont plus difficiles. Et donc, pour toute une série de raisons, beaucoup d'entreprises vont être, à des moments ou d'autres, temporairement empêchées de travailler. Parce que de pandémie, parce qu'il fait trop chaud, parce qu'une chaîne d'approvisionnement est brisée pour des raisons qui peuvent être naturelles ou géopolitiques. Et donc, c'est devenu quelque chose de normal, que l'idée fondamentale aujourd'hui de la continuité d'activité est une idée qui n'est plus si évidente à ce moment-là. Et donc, la réactivatrice va s'adresser à ces entreprises temporairement empêchées de travailler pour remobiliser ces actifs inutilisés de différentes manières. Les actifs étant à la fois des personnes, des locaux, des machines, toutes sortes de choses. Et puis, au moment où l'entreprise est capable de recommencer à travailler, elle lui rend. Peut-être troisième exemple, et puis je m'arrêterai là, la Guilde. La Guilde, c'est une entreprise qui prend acte du fait que, et c'est déjà le cas aujourd'hui, le temps de passage d'une personne dans une entreprise est de plus en plus court. Aujourd'hui, je crois que c'est 18 mois, le temps de passage moyen dans une entreprise. Ce qui fait que l'hypothèse que l'entreprise s'occupe de vous former, de votre carrière, de votre évolution, etc., devient tout à fait fallacieuse. Ça n'a aucun sens, ni pour elle, ni pour vous d'ailleurs. Et donc, en fait, la Guilde va séparer la gestion d'une carrière et d'une vie professionnelle de la gestion de la production. La Guilde vous emploie à vie, ou potentiellement à vie, s'occupe de justement tout ce qui concerne l'évolution professionnelle, la formation, l'échange entre professionnels, etc. Et puis vous preste à des entreprises qui, elles, s'occupent que de production. Voilà, des exemples rapides. Alors c'est marrant parce que la Guilde, on l'a écrit et on a trouvé à peu près le même modèle dans un travail récent de l'IFTF sur l'entreprise responsable ou quelque chose comme ça, IFT, Institute for the Future. Avec les mêmes mots et avec un exemple sur la guilde des scénaristes de Hollywood. Il l'appelait la guilde ou le monopsone de travailleurs, c'est-à-dire que, évidemment, la guilde, du coup, devient l'endroit vers lequel les entreprises qui ont besoin de tel ou tel spécialiste sont obligés de se tourner, ce qui, évidemment, leur donne un pouvoir de marché. Le deuxième axe structurant, donc horizontal, nous est apparu aussi assez présent. Et en fait, il est très présent dans les entreprises d'aujourd'hui,
aussi, c'est celui qui marque plutôt une tension qu'une séparation, parce que les deux dimensions sont toujours là dans une entreprise, entre l'entreprise comme projet commun, comme groupe humain partageant un projet commun. C'est un peu ce qu'on trouve dans Refonder l'entreprise de Hatchuel et Ségrestin, par exemple, euh, dont les motivations sont la vision, la mission, le métier, le plaisir de faire ensemble, c'est le groupe de copains qui crée sa boîte, c'est aussi la machine à café, tous ces aspects qui font que l'entreprise est un collectif mu par un certain nombre d'intentions qui sont louables ou pas, c'est pas la question, mais ou en tout cas, on peut prendre un plaisir ou en tout cas trouver une forme d'accomplissement dedans. Et puis de l'autre côté, l'entreprise comme dispositif, euh, avec l'extraordinaire développement depuis les années 20 et 30, 1920 et 30, pardon, euh, des sciences du management et des outils de management et des systèmes d'information, et donc de toute une série de connaissances, de méthodes, de pratiques, euh, de standards et d'outils d'optimisation de l'organisation. Et on voit bien qu'il y a une tension entre les deux. Une entreprise ultra optimisée, la plus optimisée d'entre elles étant celle qu'on appelle l'organisation autonome automatisée, qui est en fait fondamentalement des statuts et un programme qui les applique de manière automatique. Hein. C'est une espèce de dérivé du monde de la blockchain. Donc l'entreprise comme dispositif centré en gros sur l'efficacité et sur l'efficience peut rentrer en tension avec l'entreprise comme projet commun et on le trouve dans pas mal d'histoires. Voilà à quoi ressemblent ces archétypes. Et ça, c'est sont quelques-unes des couvertures des cahiers. On a eu la chance que un groupe d'étudiants et d'étudiantes de la Haute École d'Art et de Design de Genève, la aide, se soit saisis de nos histoires et donc les ont illustrées. Ils pouvaient les adorer ou les détester. Celle du milieu, on voit bien que l'artiste n'avait pas adoré l'entreprise dont il était question, mais c'était très bien comme ça. Donc on s'est beaucoup appuyé sur leur production et donc on a produit à partir de ces archétypes 10 cahiers dans lesquels vous allez trouver une description de l'archétype, je vais vous la montrer rapidement, et puis une des histoires fictionnelles qui correspond plus ou moins à l'archétype, puisqu'à nouveau, il y a 12 histoires, 10 archétypes, il n'y a pas une bijection entre archétype et fiction. Et on a demandé à un certain nombre d'acteurs et d'actrices du monde de l'entreprise, souvent des gens en entreprise, mais aussi des gens qui tournaient autour, des enseignants-chercheurs dans des écoles de management ou d'autres, de réagir à ces archétypes comme s'ils existaient. À nouveau, certains rentrent dedans, d'autres rentrent dedans au sens les apprécient, d'autres les détestent, ils vont expliquer pourquoi, d'autres vont proposer de les faire évoluer, mais ça rajoute énormément de richesse à ce contenu. Donc, voilà un peu un exemple de description d'un archétype. Alors, il y a aussi une description textuelle. On pose on est capable de répondre, ou en tout cas, on s'est donné comme mission d'être capable de décrire ce type d'entreprise avec un peu toutes les dimensions d'une entreprise. Donc, comment elle définit sa raison d'être, qu'est-ce qu'elle produit, c'est quoi son modèle économique, euh, comment est-ce qu'elle est organisée et managée, quelle est sa gouvernance, quelle est sa concurrence. Voilà, donc on a maintenant, on est à la tête, si j'ose dire, de ces 10 archétypes. Et peut-être un mot sur quelque chose qui est complètement en construction, puisque la publication des archétypes s'est terminée le 31 janvier. Donc, et alors, donc, ce qui est en construction, j'ai oublié de dire d'ailleurs par qui c'est construit, parce que c'est un projet que l'Université de la Pluralité pilote, mais qu'on a construit également avec deux autres personnes, Ingrid Kandelman, qui est une indépendante avec une petite société qui s'appelle Land Zero, et Philippe Hagman, qui est également un jeune retraité indépendant, avec un passage dans l'industrie, dans les RH et dans les syndicats d'ailleurs. Euh, et donc, la réflexion aujourd'hui porte un peu sur qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que peut devenir ce contenu-là. Il existe, il est en Creative Commons, je le signale, donc ne pas hésiter à s'en servir.
Mais comment est-ce que ça peut aider, en fait, des organisations ou des réseaux d'organisations à penser les défis face auxquels ils vont se trouver ou leur chemin de transformation? Donc, on est en train d'imaginer un certain nombre de modules qui seraient des modules types. On est une toute petite organisation qui a absolument l'intention de le rester. On est 3 hein, dans l'Université de la pluralité, donc on ne va pas se mettre à créer toute une gamme de services et de produits fondés là-dessus, mais plutôt un peu pour proposer finalement à des gens qui pourraient le faire, qui ne soient pas nous, un certain nombre de manières d'utiliser ces objets fictionnels pour aider les gens à réfléchir. Et on l'a testé, je termine là-dessus. On a déjà testé ce qu'on appelle des ateliers d'embarquement ou d'atterrissage. Euh, je m'aperçois d'ailleurs que les mots sont contradictoires, donc il va falloir qu'on choisisse. On les avait appelés chez eux des ateliers d'atterrissage, en tout cas, dans 3 grandes organisations où on réunissait une trentaine de personnes dont aucune ou à peu près n'avait participé à l'écriture des histoires. Et le dispositif sur une demi-journée, c'était de leur dire, on est en 2050 et vous êtes devenus une de nos entreprises fictionnelles. Ça vous paraît bizarre, elle est 100 fois plus petite, son métier est assez éloigné de ce que vous savez. Bah oui, mais moi, j'y peux rien, on est en 2050, hein, donc c'est comme ça. Et par contre, votre mission, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui fait que votre grande boîte, AXA, pour prendre un exemple, que AXA est devenue cette entreprise bizarre qui s'appelle Healthcare et qui fait travailler des vieilles personnes dans des capsules spatiales, et après avoir à peu près repris la Sécu sur le chemin. Et en fait, à notre grande surprise, après un petit moment de surprise, justement, les participants et participantes, ils sont toujours arrivés, ce qui montre que les humains sont des animaux conteurs d'histoire. Ils sont toujours arrivés et surtout, ils sont arrivés à tracer une ligne de temps entre ce présent et ce futur à peu près arbitraire. Et le plus intéressant, parce que c'était ça le but évidemment, c'était pas juste de les amuser, c'est que à chaque fois, ça a fait surgir des questionnements assez fondamentaux, soit sur le cœur de l'activité de l'entreprise, soit sur, son moteur de transformation, notamment face aux questions écologiques et sociales, soit sur sa manière d'être sur les marchés, et des questionnements dont on sait qu'ils ont continué d'exister ensuite dans ces entreprises. Donc voilà ce que je voulais vous décrire. Tout ça est accessible en ligne. Vous avez ici le lien qui est long, vous avez éventuellement le code barre, mais tout ça, bon, voilà, Plurality University, vous trouverez de toute façon. Et maintenant, je suis prêt, ouvert à la discussion. J'ai peut-être été un peu plus long que prévu, mais je ne sais pas. Peut-être pas beaucoup. Non. Non, c'est très bien, Daniel, bravo. Euh, Daniel, est-ce que vous pouvez arrêter votre partage d'écran, s'il vous plaît? Oui, alors, avant de l'arrêter, bah, je pourrais le reprendre après, c'est pas grave. oui, est-ce que tu peux revenir sur la matrice, enfin sur le mapping Oui. que tu as fait, parce que je trouve ça hautement intéressant, mais comme tu as présenté que 3 exemples, on reste un tout petit peu Si je frustré. présentais les 10, Enfin, ça deviendrait vite fastidieux. Mais je peux, s'il y en a un euh, qui t'intrigue particulièrement, je peux le faire, bien sûr. alors, est-ce que oui, alors le syndic de commun, par exemple, Hmm, et d'autre part, est-ce que tu as travaillé est-ce que vous avez travaillé sur l'entreprise en réseau? Parce que, bon, de plus en plus, on voit que hmm. l'entreprise, c'est souvent des indépendants qui se rassemblent, des collectifs. Est-ce que ça fait partie du paysage? Alors, pour répondre à cette seconde question, en fait, c'est presque, on n'a pas encore, et je ne sais pas si on doit le faire, mais on n'a pas encore écrit une synthèse d'un certain nombre d'idées qui ressortent de ça, mais c'est presque en fait un facteur commun. Il y a quasiment pas d'entreprise telle qu'elle dans les histoires qui fonctionne toute seule. Elle fonctionne à peu près tout en réseau. Et d'autre part, dans les modèles d'emploi, alors il y a eu un prolongement d'ailleurs de l'entreprise qui vient, qu'on appelle le travail qui vient, avec les mêmes méthodes, avec l'Agence pour l'amélioration des conditions de travail, l'ANACT, euh, dans lesquelles on a fait à peu près la même démarche, sauf qu'on invitait les personnes
euh, à zoomer sur des situations de travail. Donc, d'une part, toutes ces entreprises fonctionnent en réseau. Elles sont tout le temps connectées à plein d'autres boîtes. Et d'autre part, en termes d'emploi, les collaborateurs et collaboratrices ont toutes sortes de statuts possibles, le salariat étant clairement, sauf pour la guilde, qui au contraire en fait sa différence, c'est-à-dire dans un monde où plus personne salarie, moi je salarie et en plus à vie, mais pour les autres, le salariat étant devenu complètement minoritaire, ou alors des formes, ça c'était plutôt dans le travail avec l'ANACT, ou alors des formes dans lesquelles justement parce que les entreprises fonctionnent en réseau, on va être employé par un cluster d'entreprises et donc on va passer de l'une à l'autre. Ce qui d'ailleurs facilite pas la vie des gens, hein, en fait, dans nos histoires, c'est-à-dire qu'ils finissent par se demander qui est leur responsable, par exemple. Euh, mais en tout cas, voilà, on trouve beaucoup ça. Le syndic de commun, en fait, c'est une entreprise qui répond au fait que pour répondre aux enjeux du moment et pour notamment aller vers une plus grande soutenabilité sociale et écologique, on a recréé des communs, donc au sens vraiment des communs d'Elinor Ostrom, mais on en a créé tellement que, en fait, le problème qui commence à se poser, c'est de les gérer parce que les personnes ne vont pas passer leur temps dans des assemblées à décider des trucs ou à s'occuper des forêts, et puis ensuite du jardin partagé, et puis ensuite de la rivière, et puis ensuite, etc. Et donc, il y a une entreprise, enfin, il y a des entreprises qui se créent et qui disent vous avez des communs, vous en faites pas, je vais les gérer. Je vais m'en occuper pour valoriser le commun, pour gérer un accès équitable à ce commun, etc. Ce qui évidemment pose un problème qui a été soulevé par notamment Valérie Peugeot, qui a réagi à cet archétype en disant mais du coup, est-ce qu'en fait, on peut avoir un commun sans avoir une communauté qui le gère? Donc, on est dans cette tension, c'est-à-dire il faut une communauté, mais les gens n'ont pas que ça à faire qu'à s'occuper de ces choses-là. Et donc, est-ce qu'on peut professionnaliser ce dispositif-là sans le trahir? Et le syndic des communs est complètement dans cette tension. Alors Euh, apparemment, il y a une question dans le chat ouais, ouais, ouais. de Sandrine. Je ne peux pas poser de question à l'oral, il y a le micro. Avec l'état actuel des avancées sur l'IA, envisagez-vous de soumettre une IA à cet exercice pour comparer avec les travaux de vos collègues de Euh, travail? La nouvelle génération de... je bah, te la laisse. réponse est non. Enfin, je veux dire, on pourrait le faire comme un exercice artistique, euh, mais c'est un exercice. Euh, pour moi, la question ici, c'est pas est-ce qu'elle nous ferait une aussi bonne histoire ou une aussi mauvaise histoire. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ce soit justement une histoire écrite par des personnes qui, du coup, expriment à la fois leurs intérêts, inquiétudes, espoirs, et que c'est une histoire qui est écrite par des personnes qu'on invite à se projeter comme étant les acteurs du changement ou les actrices du changement en question. Euh, et donc, pour nous, et c'est globalement d'ailleurs la conviction de l'Université de la pluralité, la question des récits des futurs, c'est un peu le contenu et beaucoup qui a participé à les écrire et comment est-ce que ils sont livrés à la discussion, comment est-ce qu'on peut rentrer dedans, comment est-ce qu'on peut le faire sien, comment on peut s'en servir comme des moyens de se projeter ou de discuter ou d'agir. Et donc, le fait de le donner à une machine produirait, je ne dis pas que ça ne produirait pas des choses intéressantes, j'en doute en l'occurrence quand même. Elle serait propre, mais intéressante, je ne suis pas sûr, mais surtout, je ne vois pas ce que ça ferait dans le type d'exercice qui nous intéresse. Mais peut-être que j'ai tort et qu'il faudrait le faire. Mais à nouveau, le but du jeu, c'est quand même de mettre les gens en position d'auteurs et d'autrices de leur futur. D'accord.
je veux pas monopoliser la parole, mais j'ai une question sur l'organisation autonome automatisée, parce que nous, on travaille pas mal sur la question des DAO, hein. Je pense que ça rejoint un petit peu ce type d'entreprise. Mais on ne voit pas ça forcément comme un dispositif mécaniste, mais on voit ça aussi comme un projet commun avec le fait de pouvoir donner du pouvoir, de l'autonomie en fait à différents points d'un réseau. Euh, C'est une petite. alors, c'est vrai que c'est l'organisation autonome automatisée. D'ailleurs, je m'aperçois que son acronyme vient de l'anglais, AAO, mais c'est une extension de la DAO. Euh, euh, avec euh, donc l'organisation autonome distribuée. Le point de départ, quand même, c'est l'historique du management scientifique des organisations, qui est en fait une tradition intellectuelle et pratique dont fondamentalement l'idée c'est que le problème pour l'efficacité des organisations, c'est quand même les humains. Et qu'un humain, ça change d'avis, ça a des affects, c'est contradictoire. Et donc, du point de vue d'une organisation, c'est un problème. Et j'aurais pas le temps de décrire ici, mais euh, face au débat sur l'autonomisation des intelligences artificielles, etc., ma conviction personnelle, c'est que le risque face auquel on se trouve dès aujourd'hui, ce n'est pas l'autonomie des IA, c'est l'autonomisation des organisations qui poursuivent leur propre but. C'est déjà dans Kafka. C'est dans 2001, c'est dans toute une série d'autres choses. Donc ici, on est bien dans une espèce d'extrême. euh, et à nouveau, c'est pas nouveau, c'est une phrase des années 1970, je crois. J'ai retrouvé sa source, mais je ne l'ai plus en tête. Et quelqu'un, un théoricien du management américain, qui disait l'entreprise de demain, elle a deux employés, un humain et un chien. L'homme est là pour nourrir le chien et le chien est là pour mordre quiconque s'approcherait de l'ordinateur. Euh, et en fait, c'est ça, hein, l'organisation autonome mathématisée. C'est-à-dire, elle va jusqu'au bout. Du moment où il y a eu ces créateurs, et c'est là où on retrouve la DAO. Ces créateurs, à un moment, ont décidé quelque chose, ont écrit des statuts, les ont traduits dans des programmes autonomes, et à partir de là, ça tourne tout seul. Euh, et donc, c'est une entreprise dans laquelle il y a des humains, mais ces humains sont uniquement les actionnaires. En fait. Tous les autres sont en fait éventuellement externalisés si parfois ils coûtent moins cher que des ordinateurs, ce qui est en gros la recherche, mais sinon, fondamentalement, tous les autres sont exclus de cette organisation de manière à ce que ça fasse uniquement ce que ça veut. On trouve en fait ce modèle-là, d'ailleurs, dans un bouquin de science-fiction de 2003 ou 2004, que j'ai lu après, qui s'appelle Accelerando de Charles Stross. Voilà. Mais on peut discuter ad vitam aeternam des DAO, etc. Moi, je pense qu'effectivement, c'est un avatar des organisations, enfin du management scientifique des organisations, qui à nouveau a des humains, mais les humains sont les propriétaires. Tout le reste sont des moyens. Autre question? Je peux réarrêter le partage peut-être pour libérer un peu la parole. J'aurais une question à poser éventuellement. Euh, on a 10 archétypes, on a des entreprises aujourd'hui. Comment est-ce qu'une entreprise peut essayer de voir à quel archétype elle se rattache déjà? Alors, l'idée, c'est pas qu'elle se... Dans l'autre sens que je propose, voilà. Oui, oui, oui. Mais en même temps, c'est pas le sens de cet exercice, hein, puisqu'il s'agit d'archétypes prospectifs et même spéculatifs. Hein. C'est pas non plus le résultat d'une analyse
systématique des possibilités sur l'entreprise. C'est le résultat de 140 personnes se réunissant en 12 groupes de travail avec les outils de la fiction. Donc, je trouve que c'est pas spécialement intéressant pour une entreprise de se poser la question de à quoi elle correspondrait, y compris parce qu'un certain nombre de ces archétypes n'ont en fait aucun sens dans le monde d'aujourd'hui. La réactivatrice, a priori, c'est pas sûr, en tout cas, par exemple, pour prendre juste cet exemple. Par contre, c'est peut-être plus intéressant pour une entreprise de se poser la question de ce à quoi elle pourrait vouloir ou pas ressembler. Oui, Euh, et et là, on rentre plus dans un travail de nature prospective, en tout cas d'une certaine nature prospective, et c'est plutôt là qu'on le situe. Et c'est ça qu'on a par exemple testé au travers de ce que j'ai appelé cet atelier d'atterrissage, dans lequel on peut fixer le point d'aboutissement de manière totalement arbitraire, ce qu'on a fait parfois, ou bien on peut justement essayer de se dire, ben, réunissons 3 groupes autour de 3 archétypes auxquels l'entreprise pourrait vouloir s'identifier et essayons de raconter l'histoire de la transition et essayons de regarder, parce que c'est vraiment important de voir que dans ces archétypes, d'une part, on a essayé, sauf pour la Zombe Inc., qui est un peu là comme faire valoir, si j'ose dire, hein, qui est l'entreprise qui ne sait plus pourquoi elle existe, mais qui existe. Et celle-là, à la limite, on trouve déjà des entreprises qui correspondent à ce modèle. Mais pour les autres, le but, c'est surtout pas qu'il y ait une échelle de biens, parce que sinon tout le monde va dire, mais bien sûr, on est tous des missions à entreprise. Et donc, en fait, c'est pas si simple. Et dans chacun des archétypes, on a bien pris garde à faire en sorte de montrer que, en fait, c'était pas si simple, que c'était pas forcément bien, qu'il y avait des tensions, qu'il y avait des gens qui détestaient ces entreprises ou qui en contestaient la légitimité. Et on espère que différents lecteurs et lectrices vont même pouvoir avoir des jugements différents. On a certainement des personnes qui vont considérer que la mercatrice, qui va donner un prix à tout, ou justement l'OA, l'organisation autonome automatisée, c'est en fait des bons modèles, et d'autres qui vont trouver que c'est des modèles absolument affreux. Et c'est ça qu'il faut, en fait. Donc, c'est plutôt intéressant dans une perspective d'une entreprise qui envisagerait ces transformations comme une espèce d'aide à les envisager de manière un peu moins sage peut-être qu'aujourd'hui. Est-ce que je vais avoir la parole? Euh, je- vous êtes arrivé à ces axes. On aurait constitué un autre groupe, on aurait peut-être pu arriver à d'autres. Quel est le degré de confiance que vous accordez à ce sujet sur lequel vous êtes rentré en profondeur déjà, sur plusieurs cas? Alors sur les axes, en fait, il est assez grand parce que c'est vraiment une tension, enfin des tensions, et c'est des tensions hein, à nouveau, parce qu'en général, les deux pôles existent, en fait, chacun des deux pôles existe dans une entreprise. Mais ces tensions-là, on les entend dans à peu près toutes les histoires, et on voit bien comment, surtout dans les moments de réflexivité des groupes, à quel point ils sont présents aujourd'hui. Donc, sur ces deux axes, je suis assez solide. Alors, je ne dis pas que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres axes de tension qui existeraient. D'ailleurs, on a un objet tension avec lequel on a un peu joué à différents moments, mais qu'on n'a pas beaucoup publié. Mais il y en a un certain nombre d'autres. Donc, il y en a certainement d'autres, mais ceux-là, en tout cas, on est à peu près sûr qu'ils sont présents et qu'ils sont actifs et qu'ils expliquent une partie je dirais, des difficultés ou euh, des frictions qu'on peut trouver dans les entreprises. Sur les archétypes, à nouveau, c'est des objets, comment dire, c'est des objets pour débattre. Ceux-là, évidemment, ils n'ont pas une validité scientifique. Ce qu'on sent, c'est qu'ils couvrent un territoire suffisamment large pour être ce qu'on leur demande d'être, c'est-à-dire des aides à la réflexion d'organisations qui se posent des questions un peu fondamentales. Euh, Est-ce que si on continuait ce travail pendant 10 ans, ce que c'est en général pas faire malheureusement, mais on en resterait à ces archétypes-là, est-ce qu'on pourrait, probablement pas, est-ce qu'on pourrait en imaginer 10 autres? Probablement. Et sur cela,
Mais ce n'est pas forcément très important de le faire, à notre vue. Par contre, on pourrait tout à fait donner un petit manuel de comment faire un archétype, justement en disant faites attention, ayez des contradictions, etc., de manière à faire en sorte que le monde de l'entreprise est quand même un monde qui sait très bien, à des moments, converger vers des choses un peu idéales, un peu iréniques, dans lesquelles voilà, tout va marcher formidablement si on fait ci et ça. Et ici, on essaye à chaque fois de lui dire, mais en vrai, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Donc, il y a une manière de construire ces archétypes. Ça, on y tiendrait. Pour le reste, faut les prendre comme ils sont. Il y Il y a, a, il y a une question de Sandrine Ah oui. dans le chat et ensuite Geneviève va lever la main. Alors, la question de Sandrine, dans ce vaste chantier, qu'est-ce qui vous a le plus plu, le plus étonné, le plus inquiété? Voilà. Ah. Je sais. Alors, peut-être le plus étonné, à nouveau, c'est euh, l'enthousiasme avec lequel les personnes, que ce soit dans les séries de 4 ateliers ou dans les ateliers d'atterrissage, sont rentrées dans l'exercice de la fiction, alors même que parfois on en avait qui disaient mais moi j'en suis incapable, j'ai pas d'imagination, etc. C'est pas vrai. Par contre, c'est clair que c'est un muscle qui est sous-valorisé, sous-exploité, l'imagination n'étant pas forcément la même chose que la créativité. Euh, et donc, et même la soif de ça, la soif de pouvoir oser imaginer en se débarrassant un petit peu des contraintes, des critères, éventuellement du langage de l'entreprise, de l'injonction à l'opérationnalité permanente, etc. Il y avait vraiment un désir très très fort de ça. Euh, et donc les gens ont écrit des choses, ont produit des choses vraiment intéressantes, vraiment riches. Et on n'a pas eu de contre-exemple, c'est-à-dire on n'a pas de groupe qui a planté. On a parfois des groupes qui sont peu, mais qui sont rentrés en conflit avec l'auteur ou l'autrice, c'est arrivé, mais c'est devenu des conflits relativement féconds. Euh, Qu'est-ce qui m'aurait le plus inquiété? Bah, à nouveau, la tentation des entreprises après, de pouvoir tout lisser, en fait. On le sent bien aujourd'hui dans le discours sur l'entreprise à mission. L'entreprise à mission, voilà, on se donne une mission et puis une raison d'être, puis on va faire un petit peu de comptabilité ou un petit peu d'indicateurs RSE, et puis on va sauver le monde sans changer grand-chose et sans avoir besoin de se heurter vraiment à des contradictions lourdes. Euh, et donc reprendre ces fictions-là pour ça, voilà, l'inquiétude principale, c'est que ce soit récupéré par la grande machine à, à tout lisser, à tout rendre propre, que sont les dispositifs de management et de communication des entreprises, entre autres choses, hein. Ils sont plein d'autres choses intéressantes, mais ils sont aussi ça. Donc voilà, le plus enthousiasmant, enfin oui, le plus enthousiasmant, c'est que on peut imaginer des entreprises qui sont toujours des entreprises, c'est-à-dire des entités économiques autonomes, pour dire ça de manière très simple, euh, et qui ont des tronches assez différentes de celles d'aujourd'hui. Et donc, voilà, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut se construire. Je vois une main levée de Geneviève depuis un moment. Euh, je vous appelle de mon téléphone, donc je sais pas trop quelle est la qualité. Très bonne. Bon, tant mieux. Bonsoir Daniel. Pourquoi les entreprises se sont engagées dans cette aventure et est-ce qu'elles en ont retiré un bénéfice? Et est-ce que vous avez mixé des ONG, enfin, le milieu associatif, le milieu
plus institutionnel au milieu des entreprises? Est-ce qu'il y a eu un brassage où ce n'était que des entreprises? C'était presque que des entreprises. On n'a pas cherché un très grand brassage. On a cherché vraiment à ce que cet exercice vienne du monde de l'entreprise. Donc, ce qu'on a rajouté, d'abord, on a cherché à diversifier le type d'entreprise. Donc, ce n'est pas que des grandes boîtes. Il y a des petites, il y a des régionales, il y a les entreprises de l'incubateur ESS, etc. Il y a eu un petit groupe de la CFDT qui a participé à certains Ah des... oui. Mhm. euh, Oui. il y a eu quelques nouveaux types d'entreprises, des gens de coopératives d'activité et d'emploi ou de gens comme ça. Et puis quelques enseignants-chercheurs en prospective ou en management. Mais le Mhm. but, c'était quand même enfin, parmi les contraintes, c'était que ça vienne du monde de l'entreprise, y compris parce que malgré tout, quand on regarde l'entreprise de l'extérieur et qu'éventuellement on ne la connaît pas, on peut avoir, et c'est une des grandes difficultés en fiction, c'est comment on sort des archétypes déjà inscrits dans la tête. Et donc, ici, on n'avait comment dire, on n'avait qu'un seul type d'archétypes à faire sortir, qui étaient ceux des personnes qui venaient des entreprises, qui ont eux-mêmes déjà la tête très structurée d'images préconçues sur ce que c'est qu'une entreprise et ce que c'est pas, mais c'est à peu près commun. Alors que si on venait avec des acteurs qui étaient plutôt des acteurs publics, etc., ils ont un regard sur l'entreprise qui est un peu différent. Je ne dis pas qu'il est faux, ce n'est pas du tout la question. Je dis qu'on n'aurait pas forcément été aussi productif. Donc, maintenant, on peut le faire Pourquoi autrement. ouais, pourquoi je pose la question? C'est parce que tu l'as abordé de façon très, très succincte, mais je voulais savoir si ça avait été un problème pour vous. L'ESIsation de l'entreprise, or on leur demande de se ESiser, les politiques. Oui, bien Parce sûr. que, voilà. Et donc, comme il n'y avait pas de sensibilité politique affichée à part la CFDT, du coup, et quand tu es arrivé sur le sujet, c'était Oui, mais c'est compliqué, quoi. à Mais- l'intérieur de ces groupes, alors, parce que ça va me permettre de répondre à la première question. Euh, dans un travail de cette nature exploratoire, on n'a jamais promis aux entreprises qu'elles allaient en sortir des résultats tout à fait opérationnels et directs. Donc, c'est un travail, c'est aussi des financements où ils contribuaient à un projet commun, donc ce n'était pas très lourd par entreprise. Et c'est très souvent, dans mon expérience, aussi des décisions personnelles. Des gens qui disent, moi, je pense que c'est nécessaire, je vais le faire, et je vais arriver à convaincre ou je vais mobiliser ma capacité, y compris de commande, pour le faire, et je vais amener les gens d'entreprises les plus grandes, donner avec deux, trois personnes, les plus petites, une ou deux. Et donc, je vais faire venir des gens qui sont un peu des complices. Donc, c'était principalement des gens qui étaient du monde de l'innovation, RH, prospective quand il y en a, ce qui n'est pas toujours le cas en entreprise, évidemment, euh, et ou RSE, alors que dans les ateliers d'atterrissage, on tenait absolument à ce qu'il y ait des gens des métiers, qu'on n'avait pas en général, ou presque pas, sauf chez Vinci, dans les ateliers d'écriture. Donc, c'était là des entreprises qui, en fait, s'intéressaient à cette exploration, pour cette exploration. Ce qui est différent du moment où on fait un atelier d'atterrissage et où le but, c'est, et je pense que c'est ça qu'ils ont eu, où le but, c'est de poser la question c'est de faire surgir des questions qui n'existent pas ou qui sont un peu sous le tapis dans l'entreprise. C'est pas plus que ça. Ça ne donne pas de réponse, ça ne donne pas de solution. C'est absolument un exercice qui doit sortir du diptyque problème-solution, parce qu'en fait, c'est un exercice qui est là pour changer les problèmes. Et donc, en tout cas, pour les questionner au moins. Et donc, quand une entreprise est intéressée à faire ça, c'est un bon outil. Si elle n'est pas intéressée à faire ça, il ne faut pas se servir de cet outil. ouais. Voilà. Mais sinon, à nouveau, et oui, sur la question de la politisation, du coup, les personnes qui venaient, venaient parce que quelque part, elles étaient intriguées et parce qu'elles sentent bien qu'il y a quelque chose qui bouge dans les entreprises. Et donc, cette question de la politisation qui est dans mon axe vertical, elle est venue des participants et des participantes.
forte. Mhm. Et elle est venue comme à la fois quelque chose de soit de nécessaire, soit d'incontournable, mais en même temps de problématique, c'est-à-dire on ne sait vraiment pas comment gérer ça. Et non seulement on ne sait pas comment gérer ça, mais à nouveau, depuis des décennies, on cherche absolument à faire l'inverse. Mhm. Oui, Euh, oui, oui, oui. et Mhm. donc, voilà, la politique s'arrête, sauf sur le lobbying, mais c'est une autre affaire. Mais on cherche absolument à faire l'inverse. Donc, on n'est pas seulement mal armé, on est désarmé face à cette question-là. Oui, et c'est pas prêt de s'arrêter parce que l'arrivée dans l'ESS, l'économie circulaire, je sais pas quoi, euh, fait que la puissance politique voit son rôle complètement modifié. Elle doit organiser donc le- elle se met à couvrir une page une strate supplémentaire dans l'organisation de l'économie. Pour le moment, on a EDF, Sanofi, je sais pas quoi, et puis Bercy dit que Sanofi c'est bien, continuer, et puis je sais pas quoi. Petit à petit, il faut dire, bon, alors dans ce paysage économique, comment j'organise tout ça? Et donc, ça allait dépasser, à mon avis, tes contributeurs, ce sujet. Alors, oui, pas tant que ça, je pense, en tant que personne. Euh, En revanche, je pense que il disait en fait quelque chose d'un peu différent, qui est contestable comme tout le reste d'ailleurs, hein, qui est que justement, dans nos histoires, une des choses qui paraît claire, c'est que les autorités politiques ne sont pas plus que les entreprises, et plutôt moins, en capacité de réguler, en capacité de répondre aux défis globaux. Euh, et ce sont des entreprises qui s'imaginent, qui se sont inventées. C'est quelque chose qu'on a constaté, parfois on les a questionnés, qui s'inventent dans un monde dans lequel le pouvoir politique a moins de leviers, moins de capacités, et pas plus. Et du coup, les entreprises se retrouvent face à ces responsabilités, tout en étant bien embêtées de devoir les assumer. Ouais, Euh, ouais. En tout cas, Mhm. dans une situation difficile, difficile face à ça, et face à des injonctions complètement contradictoires, y compris de la part des pouvoirs publics, hein, puisque vous savez qu'il y a aussi des pouvoirs publics qui aujourd'hui menacent de procès, voire parfois de procès pénaux, les entreprises qui appliqueraient des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, hein, par exemple. Aux États-Unis, c'est le cas. Oh, même en France, hein, Pas de procès dans, civil, oui, mais pas pénal. Je vois une main de... euh, ça arrive, hein, ça Peut-être. arrive. Ouais. Dans le domaine de la communication mensongère, trompeuse, Ah oui, oui. etc., etc., c'est bien Non, mais là, avancé, hein. c'est pas sur le fait de faire bien, c'est sur le fait de faire mal. Ou plutôt, c'est Oui, pas sur le fait de faire bien mal, mais sûr. sur le fait de faire bien. C'est-à-dire que les menaces de procès pénaux aux États-Unis, ce serait pour des entreprises qui respecteraient les critères ESG. Parce que ce sont des critères qui vont à l'encontre de la maximisation du profit des actionnaires. Donc, ce serait du vert. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Oui, oui, effectivement. Je pensais Je pas à vois que ça, Jacques mais avait levé la main depuis un moment, peut-être. Jacques? Oui. Oui, voilà. Euh, Ce que je trouve très très intéressant dans cette présentation, c'est le fait qu'on commence par décrire des scénarios un petit peu comme on sait le faire, de façon assez classique. Et ensuite, on rentre dans le jeu, on se positionne, on est happé dans une position de démiurge de ce scénario, où on le vit ensemble. Et après, ce que je comprends, c'est qu'on est amené donc à le faire évoluer, à énacter tout un monde autour de ce scénario, à rentrer dans le jeu. Et je pense que c'est une dynamique qui est extraordinairement créative. Donc personnellement, je suis bluffé parce qu'on fait exploser en quelque sorte tous les cadres classiques de la prospective et on est infiniment plus créatif.
voilà ce que je ressens et vraiment, bravo, parce que trop souvent, on fait des démarches de prospective qui sont super formatées, qui entraînent des résultats classiques et qui n'embarquent pas les acteurs dans ces scénarios. Écoute, merci, venant de toi en particulier, mais alors c'était bien le but. En même temps, pour rappeler mon petit schéma du début, c'est important à chaque fois de savoir ce qu'on cherche. C'est-à-dire que il y a des exercices de prospective formatés, comme tu dis, qui sont formatés pour de bonnes raisons. Parce qu'on va chercher à réfléchir, à produire des résultats relativement opérationnels sur des horizons pas forcément trop longs. Et pour faire ça, on n'a pas besoin de ces dispositifs-là, voire même, ils vont compliquer un peu le jeu. Par Regardez contre, le mot effectivement, précis. par contre, c'est vrai que si on se dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait être dans un monde qui a des chances d'être quand même assez profondément différent dans 30 ans que celui d'aujourd'hui, à ce moment-là, c'est vrai qu'il faut réouvrir le champ et que c'est vrai qu'à ce moment, pour moi, on constate depuis un moment, c'est que les méthodes de prospective ne savent pas faire ça. Non. Euh, mais c'est en fait quelque chose qu'on trouve autour de l'idée de paradigme, hein, au fond. S'il s'agit de sauter vers d'autres paradigmes, euh, on a besoin d'un travail d'imagination et par définition, par contre, on est beaucoup moins efficient, beaucoup moins déterministe et on fournit des résultats qui sont beaucoup moins directement opérationnels. Donc tout ça, il faut l'assumer. Donc voilà, c'est là qu'on se situe. Mais en se situant là, c'est vrai qu'on a le sentiment d'avoir un peu réussi quelque chose et que les participants et participantes nous l'ont dit à la fois Ouais. pour eux et elles en tant que personnes, et puis pour avoir aidé à faire surgir des questions qui, à nouveau, enfin, on a des entreprises dans lesquelles les trois groupes, séparément, sont arrivés tous les trois à partir d'archétypes différents et tout ça, à dire, ben, si ça se trouve en 2050, ce qui est notre cœur de métier d'aujourd'hui est devenu complètement marginal, et un des trucs qui est tout petit quelque part est devenu central. Et c'était une discussion qui n'existait pas dans l'entreprise et qui existe depuis. Et alors, comment elle va se résoudre parce que c'est des si ça se trouve que c'est capable de dire, hein, c'est des questions que c'est capable de poser. Mais en tout cas, que la question soit sur ça, elle l'aurait probablement pas fait à partir d'un autre type de démarche. Et est-ce que, enfin, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Est-ce que les participants ont envie de continuer? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont soit le reprendre à leur compte et le continuer dans leur propre entreprise, soit est-ce qu'ils ont envie de continuer, qu'il y ait un acte 2? Bah, on va voir. Alors, en même temps, on se pose les questions de l'acte 2, y compris compte tenu de qui on est nous, hein. Nous, l'Université de la pluralité, c'est 3 personnes, Ingrid, c'est une personne, Philippe, c'est une personne. Et donc, on ne peut pas rester que là-dessus. En plus, on a un travail à l'international. Alors, là, une version anglaise de tous les archétypes, etc., va être publiée a priori dans la semaine. Parce qu'à nouveau, quand je disais qu'il n'y a pas de prospective sur l'entreprise, ce n'est pas vrai qu'en France, hein, c'est vrai partout. Euh, donc, le but, c'est plutôt d'aider ça à vivre, qu'en tout cas de forcément relancer un cycle en faisant la même chose. Donc, c'est un petit peu ce que je décrivais sous la forme de la fabrique de l'entreprise qui vient. Donc, ce qui nous intéresserait le plus, c'est quelque part d'aider des initiatives à exister à l'intérieur d'entreprises ou de clusters d'entreprise. Alors, sur les participants et participantes, on ne les a encore pas testés là-dessus. Merci à Sandrine et aux autres personnes qui doivent s'en aller. Euh, ce que je sais, c'est qu'on les a réunis en septembre dernier, alors même que les derniers ateliers avaient plus d'1 an et qu'on a eu plus de la moitié des participants et participantes. Donc, oui, il y a un attachement à cette démarche-là. Ça a fait quelque chose, quoi, en tout cas. Après,
ils sont dans des organisations, ils sont dans des entreprises, et donc la question de comment j'embarque, comment je motive, comment j'arrive à expliquer que je vais prendre une demi-journée à X personnes qui sont toutes à la bourre pour faire un truc qui paraît a priori bizarre, c'est pas une évidence. Donc il y en a qui ont réussi, il y en a qui n'ont pas encore essayé, il y en a qui n'y sont pas parvenus à obtenir l'accord. Donc ça dépend un petit peu des situations là-dessus. Ça, je peux pas forcément le dire. Faut qu'on travaille peut-être un petit peu sur la manière justement d'expliquer ce que ça fait. On essaye aussi de réfléchir dans la fabrique de l'entreprise qui vient à comment il peut y avoir des formats très courts, très simples. Et à nouveau, comment ces formats pourraient éventuellement être inclus à l'intérieur de démarches existantes dans les entreprises, y compris portées par des consultants ou des consultantes ou par d'autres collectifs, quoi. Que ça n'ait pas besoin de nous, en tout cas. Si au niveau, Daniel, si on peut trouver des synergies avec la Fabrique du futur, on est tout à fait ouvert. Hein, si tu penses que ça peut être intéressant qu'on s'associe sur certains projets ou groupes de travail, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. À nouveau, je ne pense pas qu'on va relancer des groupes de travail en tant que tels. Donc, on va essayer. Enfin, mais on n'est pas encore complètement au clair, pour être honnête. Alors, Geneviève tend la perche à Anthony. Alors, je ne sais pas si Anthony Frémaux veut s'exprimer. Voilà. Anthony, si tu nous entends. Anthony travaille sur les arbres des talents, hein, c'est-à-dire sur les compétences. Et on a un partenariat avec Ligamen, hein, donc qui dirige une structure qui s'appelle Ligamen. Oui, mais je crois qu'on s'était déjà croisés. Mais l'écran noir laisse penser que peut-être il n'est pas Il est tout le temps devant son écran. et Jean-Pierre Bouchet, bon, Geneviève aussi lui tend la perche. Mais bon. Voilà. Bon, de toute façon, on va arriver bientôt au terme, hein, de notre réunion. S'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, bon, bah, on remercie vivement Daniel pour, voilà, son intervention très, très stimulante, hein, comme c'était indiqué sur un commentaire. Je vous mets dans le chat notre prochaine Agora qui a lieu le 29. Ah, c'est le moment où on n'entend plus. Rejoindre la on m'entend plus? Bon, j'ai des problèmes d'internet peut-être au Non, fin il fond faut de que ma tu Bretagne. t'approches de ton micro, je pense. Là. Oui, non, c'est ma connexion internet. Vous m'entendez là ou pas? Oui. Donc, je voulais juste dire que mardi prochain, dans une semaine, on fait l'assemblée générale annuelle de la Fabrique du futur. Donc, ceux qui souhaitent y participer sont les bienvenus. Voilà, avec le même lien que celui que vous avez utilisé pour vous connecter ce soir. Juste si je peux donc rajouter un point si ça vous a intéressé d'abord. Donc tout ça est accessible, téléchargeable, tout ça. Il y a une petite note qui explique dans laquelle il y a la matrice que je vous ai présentée, mais qui explique un peu comment tout ça s'est fait. Et puis il y a un travail complémentaire donc, qui a été mené avec l'ANACT, qui s'appelle Le travail qui vient, qui a fonctionné presque pareil, sauf que le mode d'expression, et donc là, il y a eu quand même, l'artiste a eu plus de latitude. C'était la BD, donc là, les artistes ont produit les BD après, et avec un zoom sur la question du travail, dont on a écrit une synthèse. Donc, il y a aussi un contenu qui peut vous intéresser là-dessus. C'est également sur le site de l'Université de la Pluralité et également au Creative Commons. Bon, donc merci à tous. Merci beaucoup de l'invitation. Voilà, merci Daniel, merci à tous et puis très bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Voilà, Bonne au revoir. soirée, au revoir, merci.